On se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs qui sont en plein débat d'ailleurs. Nous sommes avec Maître Golnadel, avec Jean-Claude Dacier, David Lebars, commissaire de police, et Céline Pina, fondatrice de Vivre la République. On va évoquer ce qui s'est passé à Montgeron, cette agression ultra-violente d'un jeune homme de 17 ans. C'était un lynchage homophobe, comme la victime a pu le raconter aux policiers qui l'ont interrogé hier. Et au-delà de la violence à vol qui s'est déchaînée contre lui, il y a le sujet de l'homophobie, qui est véritablement un sujet tabou aujourd'hui dans certains quartiers. De nombreux jeunes n'osent pas déposer plainte par peur de représailles. Récit d'Anthony Favalli. Entendu hier par les enquêteurs, la victime, un jeune homme de 17 ans, raconte avoir été frappé gratuitement par une meute d'individus, proférant des insultes homophobes en raison de son apparence. À Montgeron, des habitants nous font part de leur indignation. C'est intolérable, là surtout en ces temps quand même, c'est inadmissible. Il y a un message peut-être qui passe pas partout et c'est dommage que ces jeunes fassent pas preuve de bienveillance et de tolérance. Surtout que maintenant l'homosexualité est quand même quelque chose d'assez bien accepté. Pour les associations LGBT, un important travail reste à faire dans certains quartiers difficiles du pays. On ne fait pas d'amalgame, mais on sait qu'il y a des endroits où c'est effectivement une réalité et où il est plus difficile de vivre ouvertement son orientation sexuelle. C'est une réalité. Aujourd'hui, il y a peu de moyens qui sont mis pour lutter concrètement contre les haines anti-LGBT dans les quartiers et notamment les quartiers prioritaires. Ça, c'est quelque chose qui nous inquiète. Les agresseurs sont toujours recherchés par les forces de l'ordre et risquent jusqu'à 10 ans de prison. L'auteur de la vidéo encourt quant à lui jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Commissaire Lebars, évidemment, il y a des gens qui sont tentés de s'interposer lors de cette agression, notamment 2 femmes. Mais aujourd'hui, on est agressé pour rien, en fait, pour une apparence, pour un regard de travers. C'est ça la réalité ? C'est ce qui me choque un peu dans certains commentaires. Quand même, aujourd'hui, un commentaire, on entend quasiment, c'est quand même maintenant moderne d'être homo. Mais c'est pas le sujet, en fait. C'est une agression en meute, que ce soit parce que la personne est homosexuelle en apparence ou pas. D'ailleurs, on verra ce que la justice pointe, ou que ce soit pour voler un téléphone. Cette agression en meute, on revient sur le sujet d'avant. On se retrouve avec la violence décomplexée, sans aucune limite, pour un sujet gravissime, peut-être celui de l'homosexualité, mais une violence gravissime, gratuite, avec des coups gravissimes portés, parce que j'ai regardé attentivement, ça me rappelle le lynchage du gamin qui avait eu Yuri dans le 15e arrondissement. Il y a des coups là qui sont portés qui peuvent tuer. Alors peut-être que l'intention n'y est pas. En attendant, quand on frappe à la tête avec le pied, qu'on prend de l'élan, on peut tuer. Ils sont en surnombre. Il y a 2-3 personnes extrêmement courageuses, dont des femmes qui essayent de faire en sorte que ça ne dégénère pas. Elles font ce qu'elles peuvent. Et heureusement qu'elles sont là, parce que peut-être que ça ne se serait pas arrêté. Et encore une fois, la vertu de cette vidéo, qui est initiée sur Twitter par ce qu'on appelle un influenceur qui la poste, et moi je sais qu'avec les commissaires de la police nationale, on l'a aussi retweeté, parce que l'intérêt c'est d'identifier, et c'est ça qui a permis d'ailleurs d'identifier à la fois les faits, de trouver la victime et ensuite de travailler pour la justice et les enquêteurs sur les auteurs. Il faut que cette meute rendre des comptes, vous verrez, je vous refais le même pari, on a encore affaire à ce que j'appelle le mineur multiréitérant qui n'a plus aucun complexe, et la justice va être face à ce point mort de comment on traite le mineur multiréitérant aujourd'hui. On n'a pas dit tout à l'heure qu'il y avait aussi la culture du mineur qui est une victime, c'était parfois chez certains une sorte de philosophie. Moi j'ai aussi côtoyé du mineur extrêmement dangereux en meute, qui s'en prennent à des adultes, à des gens même en groupe, ils ont aucun état d'âme. On va se retrouver avec ce point mort, comment on traite ce type de meute par rapport aux faits commis qui sont extrêmement graves. Mais moi, je vois la vertu des réseaux sociaux et des images. Ces images-là nous permettent de prendre conscience des points faibles et de progresser dans les propositions. Céline Pina. Moi, je suis quand même très surprise de ce militant LGBT qui tourne franchement autour du pot. On va dire quelle est la réalité. Oui. Il y a des agressions homophobes qui se multiplient. Ces agressions homophobes, pas toutes, mais une partie, sont liées à ce qu'il appelle pudiquement les quartiers en zone prioritaire. Et quand vous regardez en 2019 ce qui s'est passé, il y a une enquête qui a été faite sur la perception de l'homosexualité. Et notamment la perception de l'homosexualité en fonction de la culture et de la religion. Et là, on se rend compte que pour 63% des musulmans, l'homosexualité est vue comme une maladie, comme quelque chose qu'il faut combattre.
Et pour 30% quasiment d'entre eux, la violence à l'égard des homosexuels est autorisée. Si vous prenez par exemple les catholiques, c'est 14% qui déclarent avoir des problèmes avec l'homosexualité. Quand vous passez sur les athées, c'est 10%. Donc il y a bien un lien culturel déjà dans la représentation de l'homosexualité et dans la capacité à agresser quelqu'un physiquement parce qu'il est homosexuel. Ça a été établi, on l'a étudié. Le représentant d'une association LGBT ne peut pas l'ignorer, mais il y a une telle crainte d'être traité d'islamophobe qu'on préfère taire la réalité et nier ce qui est, et donc laisser des gens se faire agresser, tout ça par peur d'être traité d'islamophobe. On retombe aussi sur ce qui se passe dans certains endroits de la République, dans certaines écoles, dans certains quartiers. Donc tant qu'on n'aura pas le courage de regarder en face ce qui est, on ne pourra pas agir. Et cette personne qui est la représentante, qui est soi-disant là pour défendre les intérêts des homosexuels, ne fait pas son travail. Il nie le réel, il a peur du réel. Au nom de quoi on doit continuer dans ces situations-là? Ce sont les associations LGBT qui ont mis en ligne cette vidéo justement pour dénoncer les faits. Oui, mais là, quand on l'interroge, il ne dit pas les choses. Non, mais et c'est pas bien. Aussi, comment cette vidéo est arrivée sur les réseaux sociaux. Maître Golnadel, allez-y. S'il n'ose pas légender clairement les faits en question, il est assez inutile de le montrer, parce que je rejoins complètement l'analyse de Céline Pina là-dessus. Il faut voir les circonlocutions de ce qu'on vient d'entendre, les quartiers prioritaires, pour ne pas dire les quartiers d'immigration ou les quartiers islamisés. La réalité, elle est là. C'est évidemment un fossé culturel. D'ailleurs, il ne faut même pas jeter la pierre. Il y a 30 ans ou il y a 40 ans, on aurait interrogé les catholiques, on serait arrivé au même pourcentage. Et c'est une question d'évolution. Donc le tabou, il n'est pas dans les quartiers sur l'homophobie, parce que croyez-moi, ils la vivent tranquillement, l'homophobie. Le tabou, il est médiatique. Le tabou, il est idéologique. Non seulement on n'ose pas, parle d'amalgame, la peur de l'amalgame. Non seulement on n'ose pas dire les choses, mais c'est tellement plus agréable, c'est tellement plus jouissif de laisser croire que c'est le mâle hétérosexuel blanc qui est l'homophobe. Vous comprenez ? Là, on joue sur du velours. En matière d'homophobie, c'est d'ailleurs comme en matière d'ailleurs de machisme. C'est Caroline de Haas qui, lorsqu'on explique que ça se passe mal, quartier de la Chapelle, elle dit il faut élargir les trottoirs. Il ne faut pas faire autre chose qu'élargir les trottoirs. Donc c'est le même tabou idéologique. Il n'y a aucune raison d'améliorer les choses si au moins on ne les nomme pas. Jean-Claude Dacier ? Bon, ça ne concerne pas que les pays musulmans. Je rappelle que la chasse aux homosexuels existe encore en Russie, dans certains pays de l'Est. Je ne les citerai pas et je n'insisterai pas. C'est un combat qui, en France, a encore des traces qui, j'espère, seront condamnées, et plus que des traces. Au fond, c'est un phénomène culturel. On le sait bien. Mais ça ne concerne pas que les pays musulmans. Un dernier mot là-dessus, commissaire Lebars, sur cette violence aussi aveugle qui s'est déchaînée. Celle-ci, elle est brutalement livrée sur la place publique. Moi, je leur dis, il me semble que c'est un compte influenceur du LGBT, certes, j'ai plus le nom, et puis peu importe, qui a permis à cette vidéo d'être mise sur la place publique. Ça a fait en 48 heures. Ça a permis d'identifier la victime, d'aller la voir, de savoir quelle était son affaire, et elle l'a confiée aux services qui font l'enquête. Ça va permettre d'identifier les auteurs. Donc il y a une vertu à tout ça, au-delà du fait qu'on se rend compte de ce qui peut se passer. Mais moi, je ne veux pas jouer le blasé. Malheureusement, ces agressions, cette violence, comme ça a été mon quotidien dans les quartiers où j'ai travaillé, j'en suis plus étonné. Je suis maintenant du côté des spectateurs. J'essaie de vous livrer une modeste analyse, mais cette violence-là, elle se répand. Et moi, j'ai souvent cru, et je ne crois pas à tort, qu'elle n'intéressait pas grand monde parce que les quartiers, pour les gens, c'était loin, ça se voit pas, ça gêne pas. C'est un peu caricatural, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, les médias et la réalité, ça arrive partout. Donc maintenant, il va falloir la traiter. Et il risque quoi, là, en gros, si ce sont des mineurs ? Oui, mais moi je vous fais le pari, j'ai pas d'infos, non, j'ai pas dit qu'il reste pas grand-chose. Les faits sont très graves. Faut pas non plus laisser croire qu'un mineur, notamment 16 à 18 ans, ne puisse pas être condamné lourdement. C'est l'excuse de minorité. Voilà, là c'est pas. C'est un véritable lynchage. C'est pas une ITT de 2 jours. Là, c'est très très grave. Donc ils encourent des peines très très graves en fonction de qui sera identifié comme auteur des coups. Ça va être une autre paire de manches pour regarder les faits. Il faut entendre ce que disent les homosexuels qui expliquent qu'ils ne peuvent pas vivre leur homosexualité dans les quartiers, qu'elle les met en danger, qu'elle
met en danger leur famille, qu'ils sont obligés d'aller vivre ailleurs, et que s'ils sont repérés dans une autre ville ou dans un autre quartier, c'est très dangereux pour eux. Ils ont parlé, dans les quartiers, il n'y a pas que des agresseurs, il y a des agressés, il y a des gens qui voudraient aussi qu'on arrête d'agresser tous ceux qui ne sont pas... Surtout s'ils font partie de la même communauté. Encore pire. Moi je défends un Mehdi Haïfa qui vit. Mehdi le dit très bien. Il vit très bien, mais il faut voir. Il le témoigne. Ce que Mehdi prend, justement, parce qu'il assume sans honte ni vanité son homosexualité. Voilà. Céline Pina, oui, donc dans ces quartiers-là, il est extrêmement difficile de vivre en étant différent. Oui, parce qu'en fait, on n'accepte pas... vous devez être à l'image du groupe. Nous, par exemple, toute éducation, on estime qu'on devient adulte quand on pense par soi-même. Dans certains quartiers, notamment quand il y a un surplomb islamiste très violent, vous devez être identique au groupe. Vous devez porter les valeurs du groupe. Vous n'avez pas le droit d'être vous-même. Et comme dans ces valeurs-là, l'homosexualité est rejetée et vue comme une maladie, vous mettez la honte à la famille, au quartier, si vous êtes homosexuel. Il n'y a pas de liberté d'être. Et c'est ce qu'on voit. Et donc, la personne qui ose être autrement que le groupe se fait rappeler à l'ordre violemment par le groupe. Et chacun est légitime à le frapper parce qu'il a trahi. Et ça, c'est une logique qui est une logique clanique, qui est une logique tribale, et qui est exactement ce que toute notre société politique a essayé de bannir. David Lebars, c'est quelque chose que vous constatez sur le terrain ? C'est logique clanique. Mais oui, moi j'ai même appelé ça une meute, c'est des logiques de meute. Je veux dire, encore une fois, plus rien de m'étonne, mais il faut le rester pour trouver des solutions. Moi, le constat, j'ai la chance aujourd'hui de partager le débat avec vous sur les plateaux. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est l'apathie dans le fait de prendre les décisions pour amener les bons dispositifs pour régler ce problème. On sait très bien que ça va prendre du temps. Et je vois, moi ça fait que 3 ans que j'exerce cette fonction, que tout ce qui est temps long, ça ne suscite pas tellement de prise en compte parce que c'est trop long, donc ce sera peut-être ceux d'après. Et plus on attend, plus on retarde la prise en compte par rapport au temps long, alors que c'est justement très tôt qu'il faut préparer ce qui va arriver dans très longtemps, puisque le temps de financer, de construire, je pense aux structures, aux infrastructures. Mais après, il y aura des dispositifs qui seront plus des dispositifs, je vous dis, de choc psychologique. Il y a des choses qui peuvent être faites dans l'immédiateté, de toute façon il va en falloir. Et sur le mineur délinquant, j'ai entendu Éric Dupond-Moretti se féliciter que le mineur délinquant serait maintenant traduit plus vite devant la justice. Moi je veux bien y croire, mais comment, à moyen constant, comment les magistrats vont répondre à cette injonction? D'autant que la procédure se fera en 2 temps. En 2 temps, oui. La première comparution et ensuite la sanction. Ça pour le coup, c'est à nouveau un alourdissement procédural sur une simplification procédurale. C'est vraiment ces paradoxes qui fait qu'on se dit mais ça n'avance pas. C'est pas qu'un alourdissement. Maître Golnadel ? Ça n'est pas qu'un alourdissement procédural. Si la sanction elle ne suit pas le traitement, ça n'a plus de sens. Elle peut le suivre, mais 1 an après. Pour laisser une chance, d'après le garde des Sceaux, à l'amendement. Je pense que c'est une erreur psychologique. Croit-on ? Alors, terminer là-dessus, sur cette sanction en 2 temps, commissaire Lebars ? Oui, mais moi je ne vais pas faire de commentaire là-dessus, parce que ça vient d'être dit. Moi, je pensais à d'autres choses. Il peut peut-être y avoir un raisonnement, tout ce qui est bas du spectre, pour que le grand public comprenne. Un commissaire de police, aujourd'hui, peut être officier du ministère public, c'est-à-dire requérir devant un tribunal des amendes d'un certain niveau. On peut ne pas, en tout cas, s'interdire de débattre, de mettre un panel de sanctions, ou appelons ça autrement, un peu plus important, je dirais, à l'autorité publique, avec des verrous, des cadenas, des pouvoirs de contrôle. Il ne s'agit pas de donner des pouvoirs de juge à un commissaire ou à un préfet, mais il faut, sur le bas du spectre, sur les primo-délinquants qui peuvent devenir des multiréitérants, sur les jeunes ou sur les jeunes adultes qui sont encore récupérables, il faut qu'il y ait des choses qui tombent plus vite, qu'on déleste aussi la justice. Donc il y a des dispositifs à inventer. Alors je suis peut-être un petit peu naïf à déclarer ça, mais en tout cas, si on ne va pas sur des solutions de court terme, on va toujours se dire, place de prison, on n'en a eu que 3000 sur le quinquennat, on sait qu'il en manque au moins 30 000, on incarcère même pas les gens correctement. Il faut trouver des dispositifs qui soient des dispositifs adaptés à la gravité des faits. Là, sauf la dernière affaire, sur celle d'avant au pluriel, c'est des affaires du bas du spectre, même si elles sont extrêmement émouvantes en termes de gravité et de choc visuel. Il faut traiter cette délinquance-là avant qu'elle prenne de l'ampleur. Céline Pina, un dernier mot. Oser toucher à tout ce qui est aide sociale, à tout ce qui est HLM, et se dire que tout cela, on l'a parce qu'on est censé répondre, on est censé être une société politique qui est bâtie sur un certain nombre de principes. À partir du moment où on n'obéit pas à ces principes, on n'a pas droit à l'aide de la communauté. L'assumer et
Et le faire rapidement. On peut suspendre pendant quelque temps, on n'est pas obligé de supprimer, on adapte à la famille, à la situation. À la charge donc des mairies de faire ça. Qui est peut-être un contrôle judiciaire, mais que ça tombe rapidement. Jean-Claude, un dernier mot. L'intégration, puisque ces jeunes gens ne veulent pas s'intégrer dans la société française. Ils veulent bien en réalité bénéficier des avantages fiscaux, des avantages financiers qui peuvent éventuellement être attribués à leur famille, mais ils ne renvoient pas l'ascenseur, ils sont inintégrables alors qu'il est. Et donc, effectivement, ça mérite d'être réfléchi, Pardon. mais ça se heurte. Alors là, ça se heurte à une morale très forte, notamment à gauche, mais pas seulement. Ils considèrent qu'on ne frappe pas la famille parce que l'un de ses membres est complètement en marge de la société. Dans une logique tribale, pourtant, ça marche. Non, mais mot, David de des Barse. élus très courageux récemment qui qui ont l'ont enclenché des Absolument. procédures d'expulsion Absolument. pour troubles de jouissance. Absolument. Et ça, c'est extrêmement courageux. Ça donne un message aux familles qui respectent les lois pour pouvoir accéder à des logements quand on sort celles qui ne les respectent pas. Mise en œuvre d'un arsenal global. Merci à Sinon, tous les on n'y quatre arrivera d'avoir pas. participé à ce débat dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Dans un instant, sur CNews, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Ne bougez pas. Et je vous retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite des débats de Punchline. À tout de suite.